Bien, mes chers amis, merci d'être là. On a été un peu retardé parce que, comme vous avez vu, il y a de l'actualité. Nous étions au bureau puisque M. Cahuzac vient de démissionner. Et donc, ouais. Non, le procureur de la République a annoncé cet après-midi l'ouverture d'une information judiciaire sur des chefs qui sont un peu lourds. Et donc, il vient de démissionner et il y a un mini remaniement, enfin bref, tout ce que comporte l'actualité. On n'entend pas très bien, on va entendre mieux. Voilà, c'est de ma faute, je parlais à voix basse sur des sujets sur lesquels il importe d'être discret. De n'en penser pas moins, mais de s'exprimer à voix basse. Je suis très reconnaissant à Marc Lazare d'être là. Jean-Pierre Rioux va, dans une minute, introduire cette réflexion. Marc Lazare est un esprit original dans le monde universitaire français. Un parcours original dans le monde universitaire français. C'est un historien spécialiste du Parti communiste pendant un long temps de sa vie, et qui a ensuite élargi son spectre à l'un des pays où le Parti communiste, vous voyez que je trouve une transition habile. Je ne suis pas sûr qu'elle soit historiquement juste. Si, absolument. Voilà. Qui a ensuite donc élargi son spectre à l'un des pays européens, d'abord qui nous est le plus cher, et ensuite dans lequel le Parti communiste a joué le rôle historique le plus important, c'est l'Italie. Et donc, c'est au titre de cette spécialité qui est devenue sa spécialité dominante, je crois qu'on peut dire ça, que Marc Lazare, qui par ailleurs est enseignant à Sciences Po et un très remarquable chercheur reconnu par ses pairs, c'est au titre de cette deuxième spécialité qu'il est là. Parce que nous avons voulu, nous qui avons beaucoup d'amis dans la politique italienne, nous avons voulu consacrer une soirée de réflexion à cette situation spéciale de la politique italienne, qui nous semble concentrer tous les éléments dominants de la crise, non pas seulement économique, mais politique que nous sommes en train de vivre en Europe. Et même qu'il y a fort à craindre que nous voyons se répandre en Europe. Je veux vous rappeler que Grillo et Berlusconi ensemble, tous les deux jouant sur des ressorts proches, ont réalisé près de 55% ont additionné près de 55% des voix. Et si on ajoute l'extrême gauche italienne, alors on va à des niveaux qui sont des niveaux extrêmement élevés et dans lesquels les responsables d'un éventuel gouvernement italien vont avoir beaucoup de mal à trouver leur chemin. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de majorité possible en Italie. Non pas seulement en raison de la proportionnelle, je veux juste dire ça au passage parce qu'on va accuser la proportionnelle. S'il y avait au Sénat le même mode de scrutin qu'à l'Assemblée nationale italienne, il y aurait une majorité. Mais en Italie, il y a un mode de scrutin qui donne une prime à ceux qui sont arrivés en tête à l'Assemblée nationale et qui représente tous les autres, et qui donne une prime à ceux qui sont arrivés en tête au Sénat, mais dans le cadre régional. Ce qui fait que la majorité des uns, en Lombardie, contredit la majorité des autres, je ne sais pas, par hypothèse, en Sicile. Et donc vous vous trouvez avec une contradiction de majorité qui annule l'effet majoritaire. Et donc, très grave difficulté dans un pays qui, de surcroît, se trouve bloqué
pour l'instant, par le fait qu'il ne peut pas y avoir de dissolution, puisque la dissolution ne peut être prononcée que par le président de la République, à condition qu'il ne soit pas dans les 6 derniers mois de son mandat. Pour éviter l'effet pronunciamento qui peut arriver dans ce genre de choses, après moi, le déluge. Et donc, on est dans un blocage qui est un blocage assez difficile, assez lourd, que nos amis italiens affrontent, et qui, je crains, va être un exemple, un précipité des difficultés que bien d'autres États européens vont rencontrer. Voilà pourquoi la conférence de ce soir est si importante. Je dis à Marc Lazare, qui n'a devant lui que la partie émergée de l'iceberg, je veux saluer les élus qui sont là, les députés européens, Marielle de Sarnez, Robert Rochefort, et puis les sénateurs, Jean-Marie Van der Berg, Jacqueline Gouraud, qui j'oublie, ça va? J'ai cité les élus principaux. Et donc je donne la parole à Jean-Pierre Rioux pour la courte introduction qui est sa mission. Donc pardon, j'avais commencé une phrase en disant c'est la partie émergée de l'iceberg parce que par Internet, nous sommes diffusés partout en France. En Europe, si on veut. Donc merci de nouveau à Marc d'être avec nous ce soir. Attends, je vais te le... Donc, à titre personnel, c'est un très grand plaisir puisque ça fait 20 ou 30 ans que nous fréquentons et que tu sièges notamment au comité de rédaction de 2 revues qui me sont très chères, 20e siècle, revue d'histoire bien sûr, dont je m'occupe, et puis Esprit, où nous sommes relayés, vous vous souvenez de tout ce que nous a dit Olivier Mongin il y a quelques semaines sur les questions urbaines. Alors effectivement, Marc, François Bayrou l'a dit, a migré, je dirais, du communisme français au communisme italien, puis à des études toujours très précises. Mais je vous rappelle que autour de la revue Communisme, dans les années 80, n'est-ce pas, il a été de ceux très importants qui ont dit on va cesser d'analyser le Parti communiste sur les airs et les modes anciens, on va prendre très tranquillement tout ce que nous dit François Furet, tout ce que nous dit Stéphane Courtois et tout ce que nous dit la nouvelle génération de chercheurs sur le phénomène communiste. Et puis il a étendu son champ d'action à tout ce qui touche à la social-démocratie en France, en Italie et en Europe. Et il était très rares qui sont à la fois historiens, François Bayrou l'a rappelé, mais qui sont aussi, je dirais, qui font de la sociologie politique, qui font de la science politique et qui le font dans les meilleurs lieux et à Sciences Po Paris notamment. Très bien. Alors sur cette question italienne, nous attendons beaucoup de lui parce que dans les commentaires, et Dieu sait qu'il en a fait lui aussi beaucoup pendant la campagne et au lendemain, quantité de questions ne nous sont peut-être pas si évidentes aujourd'hui. Moi je lis beaucoup de choses sur... par exemple, tout ce qu'a été l'abstention et le vote blanc, et c'est un phénomène que nous connaissons ô combien en France aussi, bon, comment dans cette désaffection profonde, sur cette contestation profonde de la démocratie représentative dans une république des partis, à l'italienne, qui n'est pas du tout notre république, je dirais, d'institution, notre 5e république à nous, c'est d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire que la désaffection, d'abord dans les urnes? Bon. Ensuite, il y a une quantité de questions sur la désaffection par tranche d'âge. Hein. On a beaucoup dit dans la campagne qu'il y avait une génération perdue, les 30-40 ans italiens, bon, mais qu'est-ce que c'est que cette abstention de la jeunesse là-bas, avec des taux de chômage dont on ose à peine donner le pourcentage, hein. On lit ici et là que c'est quelque part entre 30 et 35%, et plus on est diplômé, plus on est chômeur, etc., etc. Bon, alors il y a toutes ces questions-là qui, je crois, vont plus loin que l'échec, je dirais, des politiques de raison et de vérité, type Mario Monti peut-être, et il y a d'autres questions très, très profondes. Hein. Jacques de Saint-Victor, qui sera avec nous le 9 avril, je vous le signale, pour nous parler des mafias et les systèmes démocratiques dans le monde, et il sera bien obligé de partir un peu de l'Italie, n'est-ce pas, je crains, a fait dans le monde un papier sur le monde du 5 mars, l'Italie face à ces 2 populismes. Et là, Marc, on t'attend un peu pour nous expliquer
Est-ce qu'il y a des variantes? Qu'est-ce que c'est que ces deux populismes, version Berlusconi et version Grillo? Bon. Oui, c'est peut-être cela. Comment cet échec des politiques, cette contestation d'une démocratie représentative qui, après tout, est parfaitement honorable et sur laquelle on nous dit depuis des décennies et des décennies que ça s'arrange toujours en Italie, que c'est toujours pardonnez-moi, le bordel partisan, mais qu'au bout du compte, on arrive à gouverner et que ce pays n'a jamais été à volo. Et il a joué le rôle que vous savez dans la construction et l'émancipation européenne. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en termes de génération, en termes de désaffection profonde? Voilà. Et toute une série de questions qui sont très pendantes et qui nous touchent vraiment de très près, cela va de soi, quelles que soient les désillusions que les uns et les autres nous avons pu avoir sur les scores de Mario Monti. Voilà. Tu as la parole. Merci de cet accueil. Je vais essayer de... Je ne sais pas si je répondrai tout de suite aux questions. Tu m'as demandé de parler 35-40 minutes pour introduire le débat. Je vais le faire quand même en revenant un peu en arrière sur les élections, sur les résultats, sur la préélection et sur toutes les questions que vous avez posées l'un et l'autre. Et effectivement, la thèse de fond, je vais la dire, vous l'avez mentionné immédiatement, c'est que l'Italie n'est pas un pays exotique. Ce qui se passe en Italie actuellement n'est pas une exception. Il n'y a pas d'anomalie italienne. Il y a bien évidemment une série de spécificités liées aux structures économiques, aux structures politiques, à l'histoire de ce pays. Mais ce que moi je vois dans l'élection de 2013, c'est effectivement... Alors, je n'aime pas utiliser l'expression que pourtant j'ai utilisée à une époque de laboratoire, mais j'aime bien prendre l'expression de sismographe. C'est-à-dire que l'Italie, pour différentes raisons, enregistre la première des secousses qui vont se répandre dans toute l'Europe. Et ces élections de 2013 en sont une bonne illustration. Alors, je crois que ces élections, effectivement, ont marqué, stupéfié à la fois l'Italie, notamment tous les observateurs qui n'avaient pas prévu un certain nombre de choses, je vais y revenir, et l'Europe pour 4 raisons fondamentales. La remontée de Silvio Berlusconi, évidemment, la grande question, notamment en France, c'était mais pourquoi donc Silvio Berlusconi remonte? Je vais nuancer cette proposition dans un instant. Évidemment, l'énorme poussée du mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, 25,5% des voix, qui est devenu le premier parti italien, et qu'on a classé immédiatement dans les populismes, et c'est là-dessus que je vais porter le fer, car j'ai une appréciation depuis le début beaucoup plus nuancée de ce mouvement. Le troisième point qui a marqué, en fait il y en a 5, c'est l'échec de la victoire annoncée du Parti démocrate. Alors attention, vraiment clarifions tout de suite les choses. Le Parti démocrate italien, je fais exprès d'employer l'expression Parti démocrate, elle est très connotée en France, puisque immédiatement c'est le Parti démocrate américain, mais c'est celui-ci qui servait d'exemple pour les anciens communistes et leurs alliés issus de la démocratie chrétienne. C'est un parti qui refuse de se classer à gauche. C'est très important, et c'est pour ça que ce parti se classe au centre-gauche, comme me le disait un certain nombre de responsables du PD, comme on dit en italien, au moment où François Hollande se lançait dans sa campagne électorale. Mais ce sont de dangereux bolcheviks, disait-il à propos des socialistes français. Ils se considèrent comme des gens du centre-gauche. Mais c'est effectivement, on a annoncé leur victoire et pourtant ils n'ont pas gagné, en tout cas de la façon dont ils l'espéraient, pour la raison que vous avez rappelée, à cause de cette loi électorale et du résultat mitigé du Sénat, et puis même parce qu'ils n'ont pas fait un bon score, on va y venir. L'échec, c'est le 4e point de Mario Monti, Super Mario, comme on l'a appelé souvent, et qui bénéficiait d'une popularité extraordinairement forte en Italie, mais on viendra peut-être dans la discussion, pourquoi cette popularité de Mario Monti s'est dissipée en quelque sorte dans les urnes, même si son score est plus important qu'on ne le dit en France. Et surtout, c'était un homme qui avait une très grande popularité hors d'Italie, en Europe et dans tous les milieux financiers, économiques, internationaux. Et puis le 5e point, évidemment, qui a stupéfié l'Italie et l'Europe, c'est la situation dans laquelle elle se retrouve actuelle, c'est-à-dire une situation d'apparente ingouvernabilité, mais, et ça, il faut qu'on fasse, les Français doivent faire un grand effort intellectuel et culturel, c'est que nous sommes habitués à notre système de la Ve République, mais en Italie, nous sommes dans une démocratie
parlementaire. Et la démocratie parlementaire a des ressources infinies, surtout quand on a l'intelligence de la politique italienne. Et c'est ce à quoi on est en train d'assister en ce moment. Et ça, je sais que ça demande un très gros effort, parce qu'en France, à cause du système de la Ve République, on n'est plus habitué à cela. Alors, je vais développer mon raisonnement en 4 points. La première, c'est rappel rapide de ces élections anticipées de la campagne électorale. Le deuxième point, c'est l'analyse des résultats. Le troisième point, c'est un peu où est-ce qu'on en est après ces élections. Et puis, effectivement, dans un quatrième point, une mise en perspective sur une sorte d'état, comme ça, de l'Italie aujourd'hui, après ces élections. Des élections anticipées qui n'étaient donc anticipées, c'est-à-dire que normalement la fin de la législature devait être au printemps, et Silvio Berlusconi, le peuple de la liberté, a rompu l'accord implicite qui existait depuis 1 an, puisque depuis novembre 2011, on avait un gouvernement de Mario Monti, de techniciens, d'experts. C'était le premier gouvernement entièrement composé d'experts et de techniciens, d'universitaires, de collègues, je les connaissais moi tous, et qui était soutenu par 3 partis qui ne disaient pas en même temps qu'ils formaient une union nationale. Il y avait une sorte de système un peu hypocrite, mais il avait une majorité parlementaire, et cette majorité a été rompue parce que Silvio Berlusconi a pensé qu'il valait déclencher un système qui aboutirait à la dissolution des chambres par le président de la République, Giorgio Napolitano, parce qu'il espérait pouvoir procéder à justement un retour en force. C'est une élection qui s'est déroulée en hiver. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est un élément important, parce qu'en général, en Italie, on vote à l'été, au début de l'été, au mois de juin. Et cette élection en hiver, ça a eu des conséquences, en particulier parce que les principaux partis, les partis, disons, traditionnels, n'ont pas osé organiser beaucoup de meetings. Et le seul qui organisait justement des meetings happening, c'était Beppe Grillo, remplissant les places et les rues italiennes. Et cette campagne a été caractérisée, je crois, par 4 éléments importants. D'une part, effectivement, l'occupation de l'espace médiatique pendant 2 mois par Silvio Berlusconi, c'est-à-dire avant le déclenchement de la campagne officielle, en particulier parce qu'il a l'accès à ses propres chaînes de télévision et parce qu'il est le maître de ce point de vue-là, incontesté en termes de communication, en termes de marketing et en capacité en permanence de lancer des thèmes qui font discuter avec des propositions outrancières et qui font qu'il est au centre de la campagne. Et cette importance de la télévision a marqué la campagne. Elle va être contrebalancée par ce qu'a fait Beppe Grillo. Mais cette importance de la télévision a été encore un facteur réel de cette campagne. Et puis surtout, un thème sur lequel il a beaucoup insisté, qui fait que quasiment toute la campagne s'est organisée autour de ça, qui est l'IMU. Alors l'IMU, ça veut dire en gros la taxe d'habitation et la taxe foncière. Et c'est un argument extraordinairement sensible chez les Italiens, puisqu'ils sont d'une manière en écrasante majorité propriétaires de leur habitation principale. Près de 90% des Italiens sont propriétaires de leur habitation principale. Et c'est un impôt qu'avait instauré Mario Monti qui était extraordinairement impopulaire. Et donc ça, c'est vrai que Silvio Berlusconi a martelé cela. Et c'est un peu désolant que cette campagne se soit centrée uniquement sur une question fiscale, fût-elle très sensible pour tous les Italiens. La deuxième caractéristique de cette campagne, à mon sens, ça a été le profil extraordinairement bas que le Parti démocrate et son leader, Pierluigi Bersani, a adopté. Pour différentes raisons, c'était conscient de sa part. D'une part parce qu'il voulait justement apparaître comme, alors je vais faire des allusions lourdes à la campagne électorale en France, le candidat normal par rapport à l'omnipotence et l'omniprésence de Silvio Berlusconi. Il pensait qu'une certaine saison de la politique était finie. C'était délibéré chez lui. Il l'a dit, bon, il s'en est expliqué à plusieurs reprises, mais aussi parce qu'il a adopté une stratégie qu'a adopté justement François Hollande en France ou Obama aux États-Unis. C'est-à-dire que quand vous êtes en tête, essayons surtout de ne pas faire de vagues et de mettre à distance le candidat et de gérer cette avance. Et ça a été véritablement sa stratégie, mais ça a été une stratégie très peu payante parce que plus personne ne comprenait ce qu'était à la fois l'identité de ce parti, qui a de toute façon un très gros problème d'identification et d'identité, et surtout quelles étaient les propositions importantes qu'il faisait et qui apparaissaient en permanence sur la défensive. Troisième, je vous en prie. Le cas où un certain nombre d'entre vous n'auraient pas aperçu ça. Le Parti démocrate italien, c'est un parti de centre-gauche, et c'est les anciens communistes italiens. En partie. L'appareil, l'essentiel de l'appareil,
c'est l'appareil communiste, c'est l'appareil du Parti communiste italien. Et donc Berlusconi, quand il parle avec nous, qui dit jamais le Parti démocrate, communiste. est communiste. Oui. Alors attention, hein, il y a toute une composante issue de la démocratie chrétienne au sein du Parti démocrate. Le numéro 2, Enrico Letta, par exemple, et alors, bon, on aura l'occasion d'y revenir sur cette transformation du Parti démocrate, parce que je viens de terminer une étude sociologique assez approfondie sur ce parti avec une collaboratrice, et voilà, on en reparlera. Mais vous avez raison, il y a le leadership du parti, et là, pareil, vous avez tout à fait raison, est marqué par la présence d'un communiste, fut-il un communisme un peu particulier, comme a été le communisme italien. La troisième caractéristique, ça a été la difficulté de positionnement de Mario Monti, c'est évident. Mario Monti s'est retrouvé dans une situation très difficile. D'abord, il a rompu un pacte avec le président de la République, Napolitano, puisque le président de la République ne souhaitait pas que Mario Monti entre en campagne électorale, parce qu'il espérait le voir comme successeur à la présidence de la République, parce qu'il composait justement une figure particulièrement éclatante de l'unité italienne et de la respectabilité, de la crédibilité internationale de l'Italie. Pour différentes raisons, on essaiera de comprendre peut-être pourquoi dans le débat, Mario Monti a décidé de se lancer en politique sans être candidat personnellement, puisqu'il est sénateur à vie. Et il aurait pu renoncer à cette position de sénateur à vie, il a préféré donner son nom à la coalition, et il a fait une campagne très difficile, d'abord parce que ce n'est pas un politique, et on sait que la politique est un métier, et que la plupart de ceux qui étaient à ses côtés n'étaient pas expérimentés en politique, et parce qu'il a eu beaucoup de mal à se situer à la fois par rapport à Silvio Berlusconi et par rapport au Parti démocrate. Il a sans doute commis quelques erreurs, et notamment toute une partie des responsables du peuple de la liberté, c'est-à-dire le parti de Silvio Berlusconi, sont venus lui offrir leurs services. Il les a refusés. Il s'est coupé du coup d'une partie de ce parti, mais aussi d'une partie de ses électeurs du centre droit, tout en essayant de se distinguer du Parti démocrate et en laissant entendre qu'éventuellement il pourrait faire alliance après. Donc son positionnement était extraordinairement difficile et peu compréhensible. Et puis surtout, il a évidemment, en quelque sorte, pâti de ce dont pâtissent tous les chefs de gouvernement sortants, c'est-à-dire un vote sanction qui s'annonçait. Quatrième point, est montée d'une manière extraordinaire la dynamique du mouvement 5 étoiles et de Beppe Grillo. Alors c'est une dynamique qu'on enregistrait depuis 2010-2011, puisqu'il y avait une série d'élections locales où ce mouvement avait obtenu des succès, en particulier à l'automne dernier en Sicile, où en Sicile le mouvement des 5 étoiles avait réussi une très belle performance. Mais aucun organisme de sondage, moi les derniers sondages que j'ai eus le vendredi soir par 3 organismes différents, on votait le dimanche et le lundi, donnaient le mouvement des 5 étoiles à 19-20%, 18-20%. Il a fait 25,5%. Et cette dynamique a été absolument formidable et elle s'est caractérisée par 2 choses, je le disais tout à l'heure, des meetings happening comme on n'avait jamais vu ou depuis longtemps qu'on n'avait pas vu en Italie, par la présence des foules à Milan, à Turin, dans les moindres petites villes, et puis le dernier meeting final, près de 180 000 personnes à Rome. Bon, moi j'ai des étudiants qui m'ont dit que c'était une ambiance absolument incroyable. J'ai vu les vidéos de cela, et c'est des meetings à la fois extraordinairement puissants, importants, et qui sont caractérisés par cette sorte de personnage qu'on n'arrête pas de comparer en France à Coluche, qui me paraît une grosse erreur, ou alors si on veut le comparer à Coluche, c'est Coluche plus Michael Moore. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier que Beppe Grillo a commencé à se faire connaître en faisant le même type d'enquête que Michael Moore sur des grands scandales économiques et financiers il y a 20 ans. Et c'est un tribun absolument incroyable, et c'est mise en scène avec, on chauffe pendant 2h30, 3h30 ce public sous la neige, hein, parfois à Milan, à Turin, sous la pluie, avec des températures très froides, et qui reste pour attendre le grand moment de Beppe Grillo. Plus, et ça c'est la grande nouveauté de ce mouvement, je vous disais tout à l'heure que Berlusconi a centré sa campagne sur la télé, contraignant les autres partis à faire des prestations télévisées, et par exemple Bersani et Monti en ont fait des très mauvaises. Face à Berlusconi, c'est impossible de rivaliser avec un homme pareil, mais Beppe Grillo a depuis le début boycotté la télévision et pratique Internet et les réseaux sociaux. Et une formidable opération s'est mise en place. Vous savez que c'est un des blogs les plus fréquentés au monde. Hein, on a des statistiques de fréquentation, et c'est remarquablement fait par des gens qui sont experts de cela. Quels ont été les résultats en quelques mots? Comme vous le savez, alors, en termes de participation électorale, c'est vrai qu'on a un recul de la participation électorale. La participation s'est montée à 75% contre 80% en 2008.
Mais les Italiens votent plus que les Français. Hein. C'est une grande tradition dans ce pays, mais 5 points de moins en termes de participation. Et puis, effectivement, un peuple de la liberté, c'est-à-dire le parti de Silvio Berlusconi, qui a obtenu lors de ces élections l'ensemble du centre aux alentours de 29, un peu plus de 29%. Bien. Ça, c'est la première chose. Mais quand vous... Alors, je vais vous donner les chiffres, ce sera plus simple. Aux alentours de 29%, 30% pour le centre droit. Le centre gauche et le Parti démocratique a obtenu aux alentours de 29%, hein, 25,4% pour le Parti démocrate. Et le centre, avec Mario Monti, aux alentours de 10,5%. Et Beppe Grillo, 25,5%. Voilà les données. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, oui, il y a eu une remontée de Silvio Berlusconi, mais une remontée par rapport au sondage. Par rapport au sondage. L'élection de 2013, je vais y revenir dans un instant, marque la fin de Berlusconi, contrairement à ce qu'on dit en France. Et c'est la fin désespérée d'un homme qui se s'est poursuivi par la justice, et son combat ici, c'est d'essayer de sauver sa peau, comme c'était la raison d'ailleurs de son retour en politique. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement, lorsque vous prenez l'ensemble du centre droit, hein, aux alentours moins de 30%, c'est 7 points de moins qu'aux précédentes élections. 7 points de moins. Donc, cette remontée de Berlusconi, oui, par rapport au sondage, mais c'est une très grande déroute électorale par rapport aux résultats excellents, c'est vrai, de 2008. Deuxième élément, l'échec du centre. L'échec du centre, et c'est là où je nuance beaucoup d'analyses, est un échec, là aussi, par rapport à ce que disaient les premiers sondages qui donnaient à Mario Monti 15%. Mario Monti fait 10%. Et 10%, c'est exactement le double de ce que faisaient les centristes, l'Union démocratique du centre, c'est-à-dire le parti issu de la démocratie chrétienne de M. Casini, 5,6 en 2008. Donc il y a de ce point de vue-là un doublement des résultats. À l'intérieur de la coalition, ce petit parti de l'Udici, comme on dit en italien, UDC à la française, a beaucoup perdu puisqu'il recueille moins de 2% des voix. Donc il y a eu un transfert intérieur, mais le centre a doublé de ce point de vue-là, et c'est d'ailleurs, ça n'a pas été assez noté, Mario Monti a quand même fait un score intéressant. Il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, ce qui lui permettait de négocier en termes de représentation parlementaire, mais par rapport à ce que, et c'est inférieur par rapport à ce qu'il espérait au début de la campagne électorale, mais c'est un résultat à prendre en considération. Et ajoutons entre nous que 10% dans un pays normal, c'est pas mal. Ça fait exactement plus de 2 800 000 électeurs. Voilà, 2 800 000 électeurs, et avec ses alliés en tout, 3 600 000. Hein, 3 600 000 électeurs. Le parti qui a donc échoué dans sa tentative, c'est le Parti démocratique. Le Parti démocratique, donc le centre-gauche, qui a recueilli à peu près 25,4% des voix, même pas à peu près, exactement 25,4% des voix, 25,4% des voix, et qui a échoué non pas à la Chambre, vous l'avez rappelé, puisque justement arrivant, il a pu obtenir la coalition, il a pu obtenir une majorité de sièges, mais de son échec, c'est un échec en termes de coalition. Hein. Il a gagné la majorité des sièges à la Chambre des députés, mais il n'a pas obtenu la majorité au Sénat. Il se retrouve dans une situation très difficile. Enfin, et je vais insister évidemment dans un instant là-dessus, c'est le premier parti italien, Beppe Grillo, 25,5%. Et dernière indication de résultat, cette élection, ça va être très important, et on en a déjà vu au cours de ce week-end les premiers effets, c'est le très grand renouvellement des élus. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 grands moments dans l'histoire récente de l'Italie où on a un turnover extraordinairement important des élus. Ça a été en 1994 quand Silvio Berlusconi a gagné, et ce sera en 2013. C'est-à-dire qu'on a vraiment, il y a près de 47% de nouveaux élus, avec une très grande proportion de rajeunissement qui viennent essentiellement des grillini, c'est-à-dire des élus de Beppe Grillo, et une féminisation des assemblées. Ça, c'est un élément tout à fait important. Alors, qu'est-ce que l'on peut, une fois qu'on a donné ces résultats bruts, qu'est-ce que l'on peut retenir comme enseignement ? 1. Les partis traditionnels ont été lourdement sanctionnés. Peuple de la Liberté, Parti démocrate et même Union du Centre. J'ai calculé,
Près de 11 millions de voix perdues en 5 ans. 11 millions de voix perdues en 5 ans. Deuxième réflexion, c'est littéralement la déstructuration du système politique partisan. Jusqu'ici, on avait un système qui était caractérisé par 2 grandes coalitions, centre-droit et centre-gauche. Et ce bipolarisme était un élément fondamental de la nouvelle vie politique italienne. Et les coalitions, pour vous donner une idée, rassemblaient ces 2 coalitions, centre-droit et centre-gauche, en 2008, rassemblaient plus de 84% des suffrages. 84% des suffrages en 2008. Aujourd'hui, à l'issue de ces élections, un peu moins de 59%. Un peu moins de 59%. Donc vous avez un affaiblissement de la bipolarisation. Et tous les principaux partis, que ce soit, encore une fois, le Parti démocrate, le Peuple de la Liberté, l'Union du Centre, on pourrait ajouter la Ligue du Nord, où je vous voyais écrire, excusez-moi, le parti de Di Pietro, sont complètement disparus de ce point de vue-là. Donc on a véritablement une déstructuration du système partisan, une déstructuration qui ouvre une phase nouvelle, incontestable, de la vie politique. Deuxième grand enseignement, je l'ai dit tout à l'heure, le phénomène de Silvio Berlusconi est en train de décliner. C'est ces derniers feux qui vont être terribles, qui vont être redoutables, parce que ce qui est en cause pour lui, c'est sa peau. Il n'y a pas d'autre mot. Et par conséquent, il utilisera tous les moyens. Il l'a encore dit hier, il faudra faire des manifestations si le président de la République n'est pas celui qu'on espère. Les députés et les parlementaires du Peuple de la Liberté sont allés au palais de justice de Milan, c'est quand même très très fort, pour protester contre la magistrature. Chacun pense ensuite de ce qu'il veut, de savoir si Silvio Berlusconi a tort ou a raison dans sa dénonciation de la magistrature. On pourrait y revenir dans le débat, mais il y a un climat extraordinairement tendu parce que Silvio Berlusconi, c'est qu'il jette ses derniers feux. Ça ne veut pas dire, d'abord y compris par l'âge, ça ne veut pas dire, on y reviendra, que le berlusconisme est terminé. C'est autre chose. Mais Silvio Berlusconi, là, est enfin, c'est une queue de comète en quelque sorte. Troisième caractéristique, le Parti démocrate est confronté à de grandes difficultés, particulièrement à cause de cette victoire-échec, de sa situation de demi-victoire, demi-échec. C'est toujours la même histoire du verre d'eau à demi rempli ou à demi vide. Et par conséquent, il est secoué par des crises internes qui risquent d'avoir de fortes conséquences dans les mois à venir. Mais, je vais y revenir dans un instant, Bersani a réussi pour le moment, à renverser un tout petit peu la situation. On va voir comment. Mais sa situation du Parti démocrate est très très difficile. Il a perdu beaucoup de voix, y compris dans ces terres centrales de l'Italie, qui sont bastions historiques du socialisme au XIXe siècle, du communisme au XXe siècle et aujourd'hui du Parti démocrate, c'est-à-dire l'Émilie-Romagne, la Toscane, l'Ombrie et les Marches, qu'on a longtemps appelées les zones rouges de l'Italie, l'Italie rouge, qui est, disons, aujourd'hui rosée, qui n'est plus du même rouge qu'auparavant. Quatrième enseignement, un grand universitaire, un grand président du Conseil, un grand technocrate ne fait pas toujours un bon politique. C'est la mésaventure de Mario Monti. C'est la mésaventure de Mario Monti dans cette campagne et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet homme qui avait une très grande popularité a eu ce résultat dont je viens de rappeler qu'il est finalement pas si mauvais mais en deçà de ses espérances. À quoi tenait la popularité de Mario Monti, qui est incontestable? C'est pas que les Italiens ont changé d'avis, c'est qu'il y avait une popularité ambiguë qui tenait au moins à 3 éléments. Il arrive au pouvoir en novembre 2011, il y reste donc jusqu'à maintenant. Il est encore président du Conseil. Premier élément, une partie des électeurs berlusconiens le soutenaient en disant « mais il a le programme qu'avait Silvio Berlusconi au départ, en 1994. » Effectivement, une partie du programme de Silvio Berlusconi, ce qu'on n'a jamais compris en France, parce qu'on avait des œillères idéologiques, il y avait toute une dimension d'homme modernisateur de la vie politique, de la vie économique et de la vie sociale italienne. C'est une réelle composante de Berlusconi et du berlusconisme, sans quoi on ne comprend pas pourquoi tant d'intellectuels, contrairement à ce qu'on a toujours dit en France, ont soutenu Silvio Berlusconi. Il y avait toute une composante de gens qui, au départ, ont cru de bonne foi à un certain nombre de propositions de Berlusconi. Donc cet électorat s'est retrouvé. Quand Mario Monti disait qu'il fallait, par exemple, rendre plus flexible le marché du travail, qu'il fallait faire des libéralisations, c'était dans un des aspects du programme de 1994 de Silvio Berlusconi, qu'il n'a jamais appliqué. Mais une partie de cet électorat se retrouvait. L'électorat de gauche
se retrouver derrière Mario Monti ou de centre-gauche. Non pas parce qu'il a approuvé ce que disait le personnage, mais c'est parce que c'était mieux que Silvio Berlusconi. Ça protégeait de l'Italie de Silvio Berlusconi. Et puis, une grande partie de l'électorat italien le soutenait pour une bonne raison. C'est qu'il n'était pas un politique. Dans un pays où simplement 4% des Italiens ont confiance dans les partis politiques. 4%. Dans un pays où les institutions sont l'objet d'une grande désaffection. Et par conséquent, Mario Monti, sa popularité, la popularité de Mario Monti était due au fait qu'il n'était pas un politique. Et que même il tenait un certain type de discours de vérité qui a dégrisé cette Italie marquée par Berlusconi, qui a expliqué pendant des années que dans ce pays, l'Italie, la péninsule était une sorte de bulle à l'écart de toutes les perturbations et de toutes les turbulences internationales en matière économique et financière. Ça, Mario Monti a fait exploser cette bulle, à ses risques et périls, avec une pédagogie, entre guillemets, churchillienne. Et une partie de l'Italie l'a accepté. Mais très rapidement, on va y revenir, le programme économique, l'activité économique, l'austérité, la rigueur, la thérapie de choc de Mario Monti a provoqué une impopularité du gouvernement. Du gouvernement. Très rapide. Ça ne s'est pas traduit par des manifestations importantes. Ça ne s'est pas traduit par des affrontements de rue comme en Grèce. Ça ne s'est pas traduit par des manifestations importantes comme en Espagne ou au Portugal. Ça s'est traduit dans les urnes. Ça s'est traduit dans les urnes, mais toujours avec une distinction que faisaient les Italiens dans les sondages. Nous condamnons cette politique parce que elle nous fait souffrir pour différentes raisons, mais nous respectons l'homme. À partir du moment où Mario Monti entrait en politique, il faisait évidemment... Merci. À partir du moment où Mario Monti entrait en... Vous faites tout, je vois ça. À partir du moment où Mario Monti entrait en politique, il faisait exploser cette image de quelqu'un au-dessus des partis et non politique. Alors, on en arrive évidemment à la grande énigme. Grillo, les grillines, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, sociologiquement, c'est le premier parti en Italie. C'est le premier parti réparti sur tout le territoire national. Le Peuple de la Liberté a son ancrage dans le sud, la Ligue du Nord dans le nord, le Parti démocrate dans les terres centrales d'Italie, le mouvement 5 Stelle, le mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo est présent sur tout le territoire. Dans toutes les catégories sociales. Dans toutes les catégories sociales. Jeunes et moins jeunes, maintenant. Jeunes et moins jeunes. Ouvriers, chômeurs, artisans aussi. Il a pris des votes partout. Au départ, il prenait des votes plutôt du côté de l'extrême gauche, enfin de la gauche radicale. Il a pris des voix au Peuple de la Liberté. Il a pris des voix, on le sait par toutes les lectures très fines que font nos collègues spécialisés en ce qu'on appelle en Italie l'analyse des flux électoraux. Il a pris des voix dans le Nord à la Ligue du Nord et dans la dernière ligne droite de la campagne électorale à des électeurs du Parti démocrate. Donc c'est impressionnant quand on voit la géographie et la sociologie électorale de Beppe Grillo. Alors, c'est quoi ce mouvement? C'est un mouvement très difficile. Et c'est pour ça que je ne crois pas, Jean-Pierre, qu'il faut amalgamer, ou c'est vous, excusez-moi, qu'il faut amalgamer le vote François Bayrou et Beppe Grillo. Je le lance dans la discussion. François Bayrou, non. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Silvio Berlusconi. Je ne crois pas François Bayrou, ce que vous avez dit en additionnant... C'était un peu rapide. Et je suis fatigué, manifestement. Donc, je reprends. Cher François Bayrou, je ne pense qu'il ne faut pas commettre cette erreur. Pourquoi? C'est là où il faut rentrer un tout petit peu dans le détail. Le mouvement 5 étoiles naît au départ autour de la personnalité de Beppe Grillo et de quelques-uns de ses amis, autour d'une idée de tous pourris, tous corrompus. Tous dehors, dans un pays, encore une fois, qui rejette ses élites. Est-ce le seul pays? Mais en tout cas, qui le rejette de plus en plus violemment. Et notamment, sa caste politique, comme on dit en Italie. Cette caste considérée comme privilégiée, bénéficiant, effectivement d'ailleurs, de privilèges extraordinairement importants par rapport à tous les autres élus européens. C'est incontestable. Donc, sortez les sortants,
qui s'est traduit par une autre expression que la décence m'empêche d'utiliser, et qui ont provoqué ces happenings extraordinairement importants à partir de 2007. Moi, je passe une année en Italie entre 2007 et 2008, après avoir exercé mes fonctions de directeur de l'école de droit à la Sciences Po. J'ai le droit à une année sabbatique, et je vois à Bologne ce rassemblement du V-Day, je ne vous dis pas ce que ça veut dire. Voilà, merci. Impressionnant, bien. Mais l'autre thématique très présente, c'est ce que j'appelle la thématique de la gauche postmoderne. C'est-à-dire, c'est les thématiques locales, régionales, environnement. D'ailleurs, ces 5 étoiles, c'est les 5 valeurs cardinales du mouvement. Eau, environnement, transport, développement durable, et il m'en manque une 5e. C'est-à-dire ce qu'on appelle la gauche postmoderne, la gauche post-matérialiste. Et c'est extraordinairement présent localement, et notamment dans le nord de l'Italie. En particulier, le mouvement 5 étoiles est très actif dans cette vallée où on est en train de construire le TGV qui va relier Lyon à Turin. Donc toutes ces thématiques, c'est les thématiques de la gauche postmoderne. Et ça attire une partie de l'électorat, disons, d'une gauche, des jeunes très intéressés par ces questions post-matérialistes. Une troisième thématique qu'a commencé à développer Begrillo, c'est des thématiques de gauche classique. C'est-à-dire, alors, un programme type Front de gauche en France. Réduction de la semaine à 20 heures, salaire minimum, revenu minimum, etc., qui ont été proposés par Beppe Grillo, qui lui a permis de prendre une partie de l'électorat de gauche. Et, ce qu'on ne dit pas assez en France, des thématiques, en revanche, proches d'une extrême droite. Notamment, on ne le dit pas assez, Beppe Grillo est contre la grande réforme qu'a voulu engager et promulguer le président de la République pour passer d'un système de citoyenneté du droit du sang au droit du sol. Beppe Grillo est contre. Beppe Grillo s'est allié à Rome aussi avec un mouvement proche de l'ultra-droite, néofasciste de la maison Ezra Pound. Et, par exemple, il est contre l'entrée de la Roumanie dans l'ensemble européen au prétexte que ça ferait venir encore plus d'immigrés. Donc des thématiques qui sont borderline avec celles de l'extrême droite. Donc c'est extraordinairement composite. Et ça mêle des formes incontestables de populisme et c'est là le point fondamental, et des revendications nouvelles de participation démocratique. Et ça, c'est très fort chez les grillines. Et qui, par exemple, disent justement par Internet, on peut contrôler les élus, l'idée que le mandat doit être en permanence l'objet de compte rendu de mandat, c'est ce qui se passe à Parme, la grande ville qu'ils ont conquis, où le maire en permanence doit s'expliquer devant les mandants. Enfin, il y a toute cette idée de la démocratie participative. Et paradoxe des paradoxes, dans un mouvement où il y a un véritable dictateur, Beppe Grillo lui-même, qui exclut le moindre dissident, qui décide immédiatement d'éliminer celui qui ne respecte pas la discipline. Donc vous voyez, c'est un mouvement très fragile, extraordinairement composite, extraordinairement hétérogène, qui a rajouté en plus une thématique anti-européenne, mais qui divise à l'intérieur de son mouvement, parce que beaucoup de grillines ont dit « mais ça, quand même, on ne peut pas sortir de l'euro, c'est absolument inenvisageable, nous sommes profondément européens ». C'est un mouvement qui n'est pas encore construit, qui ne veut pas se construire, qui est au cœur de multiples contradictions. Et c'est justement... Là, on en arrive au troisième point, c'est-à-dire la politique politicienne d'après-élection, et je terminerai par une réflexion un peu plus sociologique et politologique, disons. Qu'est-ce qui se passe depuis les élections italiennes? D'abord, une radicalisation de Silvio Berlusconi. Ça, c'est clair, les questions de justice le préoccupent considérablement, et on a une radicalisation importante. D'autre part, une habileté du Parti démocrate. Une très grande habileté qui s'est traduite par le fait qu'au moment où il fallait élire les 2 présidents des assemblées, c'est capital dans la démocratie parlementaire, ils ont fait des propositions extraordinairement, il faut reconnaître, intelligentes et astucieuses. Ils sont allés chercher pour la Chambre des députés Laura Boldrini, journaliste mais qui surtout est très impliquée dans la question des réfugiés, et donc qui a immédiatement, elle avait de toute façon la majorité pour elle avait la majorité des députés, mais qui a séduit considérablement des gens de l'ère de Mario Monti comme des gens de Beppe Grillo, parce qu'elle est impliquée justement sur les questions de réfugiés, sur les questions d'aide aux plus pauvres, aux immigrés, etc. Et qu'elle a assumé cela dans un discours dès son investiture. Et d'autre part, Piero Grasso, qui est un procureur anti-mafia. Et ça, c'était une idée de génie du Parti démocrate, parce que ces 2 personnes ne sont pas communistes. Ils n'ont aucun passé. C'est des gens issus de la société civile qui étaient relativement peu connus et qui ont fait que M. Grasso a été élu par des voix des sénateurs de Grillo, alors que Beppe Grillo, le dictateur, avait dit « j'exclurai
toute personne qui votera. Bon. Et là, et maintenant, il a dû faire marche arrière, parce que les sénateurs centristes, les sénateurs grillines issus de la Sicile ont dit, nous, on connaît ce M. Grasso. Il est exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire des gens honnêtes, transparents, qui luttent contre la criminalité organisée. Il n'y a pas photo entre cet homme et le candidat du peuple de la liberté. Et en faisant cela, ça c'est la grande tradition, non pas communiste seulement, mais de la démocratie parlementaire. C'est-à-dire tout ce que peut permettre la démocratie parlementaire en termes de jeux politiques qui peuvent aboutir à cela. Alors, où est-ce qu'on en est maintenant ? Dans une procédure très complexe, je suis bien incapable de vous dire ce qui va se passer, si ce n'est que le président de la République va commencer ses consultations, qu'il va proposer à M. Bersani, ce qui est normal, de constituer un gouvernement. Et qu'est-ce que va faire Bersani ? Il va tenter de former un gouvernement. Il va tenter de former un gouvernement de la même façon qu'il a fait élire ses 2 présidents de chambre, c'est-à-dire en essayant de mettre dans ce gouvernement des personnalités, hommes et femmes, très importants. Je vous ai dit qu'il y avait eu un rajeunissement et une féminisation des assemblées, qui pourraient obtenir le soutien des élus grillines. Parce que leur grande idée au Parti démocrate, c'est que chez ces gens-là, il y a une potentialité, alors dans la grande tradition italienne de transformisme, c'est-à-dire de faire rentrer dans la majorité des gens qui a priori étaient opposés, mais tout simplement parce qu'ils pensent aussi qu'ils ont quelques valeurs communes. Et d'ailleurs, c'est un élément très intéressant, je reviens de Rome, qui m'a beaucoup frappé. Je n'ai entendu presque partout, y compris au ministère de l'Intérieur, où on m'avait demandé de faire une conférence devant les préfets et les sous-préfets sur la France et l'Italie. À ma grande surprise, les serviteurs de l'État disaient « Mais vous savez, ce qui vient de se passer, c'est une secousse terrible, mais ça peut être une opportunité pour la rénovation politique. » Alors, on est dans cette ambivalence, parce que d'un côté, ça peut être une opportunité, mais de l'autre côté, il y a évidemment de multiples points d'interrogation. D'abord, sur la longévité éventuelle de ce gouvernement, si jamais il arrive à se constituer, qui d'après moi serait très courte. On ne sait pas en plus qu'est-ce qui va être le président de la République et surtout quel va être le contenu de cette politique. Parce qu'on peut faire des tas d'opérations justifiées pour rénover la vie politique avec un gouvernement de ce type-là. Réduire les indemnités parlementaires avec un coût de la politique extraordinairement élevé. Organiser une nouvelle loi électorale, sans doute. Trouver des procédures anti-corruption, anti-clientélaires. Tout ça, ce gouvernement peut le faire. Mais quid des 2 questions fondamentales ? La question économique, bien sûr, et la question européenne. Alors sur cela, il y a énormément de points d'interrogation et c'est là où on voit à la fois la potentialité de la démocratie parlementaire, mais aussi les limites des compromis que l'on peut sceller dans un Parlement. Alors j'en viens, pour terminer, en quelques minutes, sur les grandes questions qui sont posées. Oui, ce que vit l'Italie, c'est... et ces élections ont été déterminées par cela, c'est la combinaison de 3 crises. Crise sociale, crise politique et crise, et c'est la grande nouveauté, du rapport à l'Europe. Alors, crise sociale, parce que les politiques d'austérité, de rigueur, tu l'as dit Jean-Pierre, ont entraîné, pour le moment en tout cas, certes une réduction du déficit public, un début de réduction de la dette publique, une formidable crédibilité internationale de l'Italie, mais en même temps un accroissement du chômage, une aggravation énorme des inégalités de toute nature, sociale, de genre entre hommes et femmes, territoriale, nord et sud, comme jamais, générationnelle, dans un pays où effectivement la jeunesse est sacrifiée, littéralement sacrifiée. Notamment, on n'a jamais eu autant de départs de jeunes diplômés italiens à l'étranger. Ce pays est en train de se tirer une balle dans ses pieds. Et Mario Monti, qu'on a fait docteur honoris causa à Sciences Po, c'est incroyable qu'il n'ait pas pris de disposition à cet égard pour essayer de favoriser l'enseignement supérieur, la recherche et de créer des postes de travail pour la jeunesse diplômée italienne, qui par ailleurs est extraordinairement talentueuse. Donc, inégalité de toute nature. Et inégalité, j'ajoute, entre Italiens et immigrés dans un pays où la baisse de la natalité est totale, un des pays qui a le plus faible taux de natalité et qui a vécu ces dernières années un choc migratoire, parce qu'il y a plus de 4,5 millions d'immigrés en Italie et qui resteront. Et ces immigrés, aujourd'hui, se sentent encore plus marginalisés. Et accroissement de la pauvreté. Et ça, c'est vraiment ce qui me frappe le plus comme sociologue. Ce pays avait une capacité d'absorber les crises par 2 ressources fondamentales. On le sait historiquement. L'épargne, c'est le pays qui épargne le plus.
et d'autre part les réseaux de famille, qui sont énormes en Italie. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème, les multiples réseaux familiaux prennent en charge, les enfants reviennent à la maison. Enfin, c'est un pays qui est habitué à cela. C'est un pays qui, par son histoire, ne se retourne pas vers l'État en temps de crise. Et donc, a ces structures primaires de sociabilité qui permettent d'amortir la crise. Or, ces deux ressources sont en train de se lézarder. Les Italiens ont pioché dans leurs épargnes et commencent aujourd'hui à manger littéralement leur épargne. Donc on est là sur une zone limite. Et les réseaux de famille n'arrivent plus, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de ressources, parce qu'il n'y a pas assez de possibilités de protection. D'où d'ailleurs le développement concomitant obligatoire de la criminalité organisée. Parce que dans ces cas-là, la structure qui se développe dans le sud de l'Italie, qui est une autre, la famille, comme on le dit chez les mafieux. Donc la crise sociale de l'Italie est fondamentale. Le pessimisme, cette fois-ci, est une des grandes caractéristiques de l'Italie qui n'existait pas jusqu'ici. Le désespoir même. Le nombre de suicides de petits entrepreneurs dans le nord-est de l'Italie a frappé beaucoup les Italiens. Et généralement, le climat de dépression. Crise du politique. Crise du rapport à la politique. Complexe, parce que d'un côté, il y a effectivement cette critique de la démocratie représentative, il y a ce très faible niveau de confiance dans les partis politiques, 4%, dans les institutions, mais en même temps, c'est pour ça que moi j'aime pas la notion de crise de politique, je dis mutation de la politique, Parce que d'un côté, il y a ça, oui, il y a ces sentiments antipolitiques, oui, il y a de plus en plus d'Italiens qui se disent je m'en fiche de la politique, mais en même temps, dans ce pays, dans cette Italie qui a été marquée par plus de 20 ans de berlusconisme, c'est le pays qui a cherché justement à trouver des nouvelles formes d'invention du rapport à la démocratie, notamment, sans démagogie aucune, par la jeunesse, qui s'est organisée par l'intermédiaire des réseaux sociaux, qui a monté de multiples mobilisations, les femmes qui ont protesté sur la représentation et l'utilisation du corps de la femme avec des manifestations extraordinairement importantes. C'est-à-dire que ce pays est en train d'inventer, cherche de nouveaux débouchés politiques, qui pour le moment ne sont pas trouvés. Mais il y a une vitalité contre l'idée que ce pays est anesthésié par les télévisions de Berlusconi. Je défends depuis 20 ans l'idée qu'au contraire, d'un côté il y a cela, oui bien sûr, mais de l'autre côté il y a toute une Italie qui cherche quelque chose d'autre et qui l'a trouvé aujourd'hui chez Beppe Grillo. Et évidemment, c'est sans issue, c'est sans avenir. Et il faudra, de ce point de vue-là, trouver d'autres possibilités pour répondre à cette forte aspiration à une autre politique. L'antipolitique italienne n'est pas simplement un rejet de la politique, c'est à la fois un rejet d'une certaine politique et une volonté de trouver d'autres solutions politiques. Enfin, et ça c'est la grande nouveauté extraordinairement préoccupante, ce pays qui était le plus europhile est en train de devenir un pays, alors j'ose pas employer encore eurosceptique, mais qui s'interroge sur l'Europe. Alors attention, ce n'est pas 2013. Moi j'avais fait le début des années 90 une enquête à partir des sondages et j'avais noté cela, je ne dis pas par gloriole, mais ça, dès les années 90 ça commence. Dès les années 90 et au lendemain du traité de Maastricht, on commence à voir que l'euro-enthousiasme des Italiens, l'enthousiasme européen commence à s'effriter. Et là on est passé dans quelque chose d'autre. Et on est passé dans quelque chose d'autre parce que l'Europe, pour les Italiens, c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose d'opaque, c'est quelque chose de pas assez démocratique et c'est quelque chose qui se traduit par chômage, austérité et rigueur. Mais ce qui s'est passé au cours de cette campagne, ça c'est le fait nouveau, c'est qu'il y a deux formations qui ont décidé de faire de l'anti-Europe une ressource politique. Silvio Berlusconi, en tout cas dans ses proclamations, parce que dans son programme c'est tout autre chose. Quand vous regardez le programme du Peuple de la Liberté, c'est le programme classique du centre-droit italien, c'est-à-dire plutôt pro-européen, en même temps très pro-atlantique. Mais dans les déclarations de Silvio Berlusconi n'a pas cessé de taper sur l'Europe, ou plus exactement sur l'Allemagne. Et deuxième force, Beppe Grillo. Et ça, c'est vraiment, jusqu'ici, avec la Ligue du Nord qui tapait sur l'Europe. Mais ces deux formations, et là, vous avez raison de les mettre ensemble, là, vous avez raison, ont véritablement fait de l'anti-Europe. Et j'ajouterais de l'anti-Europe et surtout de l'anti-Allemagne. Et ce qui me frappe, c'est que l'Allemagne de Angela Merkel est littéralement diabolisée. Et ce sentiment qui prend des formes extraordinairement fortes en Grèce actuellement, avec Merkel associée à Hitler dans des caricatures, etc. Et je ne dis pas qu'on en arrivait là en Italie, mais on a un sentiment anti-européen et anti-germanique qui est en train de se développer. Et ça laissera des conséquences. Ça aura des conséquences. Et la tâche du gouvernement, soit ce gouvernement-là, s'il dure un peu, soit s'il y a de nouvelles élections avec un autre gouvernement, ce qui est l'hypothèse la plus probable, d'après moi,
devra faire une pédagogie européenne. Ça, il faut repartir à zéro. Les Italiens étaient habitués à ce que l'Europe soit quelque chose, entre guillemets, de naturel depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, depuis 1950, disons. Et c'est fini. C'est fini. Il faut reprendre son bâton de pèlerin et sa capacité pédagogique en Italie. Alors, ma conclusion d'un mot, mais est-ce que la situation de ce pays est une anomalie? Mais non. L'un d'entre vous, les deux, je crois que vous l'avez dit, ce qui est intéressant dans le cas italien, c'est que crise sociale, crise du politique, crise du rapport à l'Europe, on le retrouve partout dans les pays de l'Union européenne, avec bien sûr des modalités spécifiques liées à l'histoire, aux traditions, aux structures politiques et économiques de chacun des pays. En ce sens-là, pour moi, l'Italie est un formidable cas d'école. Vous aurez observé ce que disent tous les étudiants de Marc Lazare, c'est que c'est passionnant de l'écouter. Parce que ça ne suffit pas d'être un savant, probe, honnête. Encore faut-il captiver. Et c'est ce qu'il fait. Mais comme il le sait, je ne vais pas multiplier les raisons d'autosatisfaction pour lui. Et donc, voilà, je vais vous donner la parole pour toutes les questions que vous voudrez. Une seule règle, on alternera masculin et féminin. Merci, on va démarrer. Je suis Marie-Lise Martins, conseillère municipale à Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis. Monsieur le Président, vous parliez tout à l'heure du Sénat en Italie. Effectivement, le Sénat est à droite, donc Berlusconi, le peuple de la liberté. Non, le Sénat n'a pas de majorité. Il n'a pas de majorité. Donc je pensais que le Sénat était à droite. En conséquence, je voulais vous demander comment sont élus les sénateurs en Italie. Est-ce que ce sont les grands électeurs ? Non. Donc ce sont les suffrages direct, universel, proportionnel, intégral, sans seuil. Et avec prime de majorité. D'accord. Et avec prime de majorité. Donc il y a eu aussi les élections sénatoriales en même temps que les élections législatives. Et les deux chambres ont le même pouvoir. C'est pour ça que c'est bloqué. On vote, les Italiens votent pour les deux chambres, avec une petite différence, c'est qu'au Sénat, on est électeur à partir de 25 ans, alors qu'à la Chambre des députés, c'est 18. Et c'est intéressant parce que ça nous a donné la possibilité de voir parfois des évolutions qui renvoient aux différences générationnelles. Maintenant, on a d'autres instruments évidemment d'enquête, mais ça a été longtemps impliqué. Effectivement, ils ont le même pouvoir. Donc, on ne peut pas adopter une loi si elle n'est pas approuvée dans les deux assemblées. Sinon, aller-retour. Voilà. Non, parce que vous parliez tout à l'heure des régionales et des régions, puisque l'Italie, il n'y a ce sont les régions. Et il y avait des élections partielles, je crois, Monsieur Lazare, notamment la région du Lazio qui était administrée par la Polverini, comme vous le savez, et deux autres régions aussi en Italie. Et est-ce que ce sont les élections partielles aussi régionales qui ont donné aussi une majorité à cette... Alors, il y avait 4 élections régionales et ça fait 2-2. 2 pour le centre droit et 2 pour le centre gauche. Donc, il y a eu match nul de ce point de vue-là. Voilà, merci pour la réponse. Merci pour cet exposé, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, c'est que vous expliquez un succès fantastique de Pepe Grillo, qui arrive à 25,5% des suffrages, et vous semblez dire, ce qui me rassure, mais je ne suis pas convaincu, qu'il va s'effondrer très rapidement. Sur quoi ? Enfin, c'est ce que vous avez dit. Vous avez dit ça ne va pas durer très longtemps. Donc, c'est pas ça qui ne va pas durer. Pardon. J'ai compris qu'il n'allait pas apporter la solution. Et donc, ce monsieur-là qui a la maîtrise totale de la formation des blogs, des réseaux, il a vraiment démarré comme ça de rien. Comment peut-il... quel est un petit peu son processus de disparition ou de perte d'influence ? Alors, je me suis mal exprimé. Alors, merci de me donner la manière avec cette question, une façon de pouvoir me préciser ce que je voulais dire. Son résultat est effectivement spectaculaire.
Et s'il y avait d'autres élections, c'est possible qu'il y ait encore plus de voix. Alors, les sondages sont contradictoires pour le moment. D'ailleurs, Silvio Berlusconi essaye d'obtenir des élections anticipées parce qu'il aurait des sondages qui lui montreraient qu'il progressait un peu plus et que, selon certains autres sondages, le Beppe Grillo aurait moins de voix, mais d'autres le donnent plus fort. Alors, selon les sondages, puisque Berlusconi est un homme qui s'appuie fondamentalement sur les sondages, ça peut changer d'un jour à l'autre sa stratégie en fonction de ce qu'il a comme enquête d'opinion. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ce mouvement est extraordinairement hétérogène. Les élus sont des gens tous, sans aucune expérience politique, car c'était la condition pour être élus. Donc, vous avez des gens, certains ayant une grande expérience professionnelle, d'autres qui débarquent littéralement dans les chambres, la Chambre des députés et le Sénat, c'est d'ailleurs parfois très sympathique. C'est des gens qui n'ont pas l'habitude du travail parlementaire, c'est normal, qui sont en train de l'expérimenter, et ils avaient une première question: qu'est-ce que l'on fait pour l'élection des présidents des deux chambres? Et la position de Beppe Grillo, ordre du capo, du chef, était de dire: on ne vote pas pour... on a notre propre candidat et on votera jusqu'au bout pour notre propre candidat. Or, au Sénat, puisque c'est là que se joue tout, au Sénat, voilà, 12 ou 14, parce qu'on ne sait pas s'il y a peut-être eu 2 sénateurs montiens qui n'ont pas respecté la consigne de Mario Monti de voter blanc, ont voté pour M. Grasso. Donc ça veut dire qu'il y a des sénateurs Grillini qui ont enfreint la règle posée par le chef. Immédiatement, il a dit: je veux savoir qui c'est, et ils doivent quitter le mouvement. Tollé à l'intérieur des élus et tollé dans les réseaux du mouvement, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux. Immédiatement, en disant: mais pourquoi? Finalement, on comprend. Regardez la déclaration qu'a fait ce président du Sénat. C'est le champion de la lutte anti-mafia. C'est un homme très respectable qui n'a pas de passé politique, lui non plus. D'une certaine façon, bon, on aurait peut-être dû aller jusqu'au bout de la logique posée par vous-même, mais on peut comprendre. Et ça a été tellement fort, la réaction, que ce matin, il est revenu en arrière en disant: il n'y aura pas d'exclusion. Il n'y aura pas d'exclusion. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un mouvement hétérogène, fragile, et que face à des gens expérimentés en politique, c'est tout le calcul actuel du Parti démocrate. Alors on peut penser que c'est de la politique politicienne, mais c'est un principe justement de science politique bien connu. L'institution travaille ceux qui sont dans l'institution. Elle travaille, tout le monde le sait. Vous avez eu la gentillesse de rappeler mes études sur le Parti communiste. On le voit très bien dans le cas des partis communistes. À partir du moment où les gens sont élus dans des circonscriptions locales, et là, ils sont confrontés au préfet, ils sont confrontés à une opposition, ils doivent gérer des budgets. Et entre l'idéal révolutionnaire et puis les réalités gestionnaires, on doit faire un choix. Alors on peut rester dans l'utopie révolutionnaire, comme au bout d'un moment changer ses pratiques. Eh bien, les Grillini sont confrontés exactement à cette question. En ce sens-là, ce mouvement est fragile. Il est en train de se diviser. Et le Parti démocrate va enfoncer le clou en essayant de proposer un gouvernement, non pas où il rentrerait, ça, aucun ne rentrera, même si l'un d'entre eux s'est déjà déclaré candidat, ce qui est un signe. Mais composer un gouvernement de gens honnêtes, jeunes, compétents, de femmes, etc., c'est une des aspirations qui est présente à côté d'autres aspirations beaucoup moins agréables, beaucoup moins sympathiques, si vous voulez, beaucoup moins démocratiques, mais c'est présent là-dedans. D'où le fait que l'on peut penser que ce mouvement risque très rapidement d'avoir une crise interne forte. Je ne dis pas que ça va disparaître du jour au lendemain, parce que ça exprime quelque chose de profond. Le message qu'ont voulu donner les Italiens qui ont voté pour Grillo, c'est un message de ras-le-bol. Jusqu'où ça ira ? Quand on va voir les conséquences éventuellement économiques, peut-être que s'il y a d'autres élections, on sera, les mêmes qui ont voté pour Grillo hésiteront. Je ne peux pas vous dire de quoi sera fait l'avenir par définition, mais ce que je veux dire, c'est la fragilité de ce mouvement. Il y a une poussée de fièvre incontestable, il y a un énorme problème de structuration de ce mouvement, d'un mouvement qui en plus ne veut pas se structurer et qui est caractérisé par une tension entre ses aspirations démocratiques, horizontales comme on dit, et la puissance d'un chef qui veut essayer de maintenir son pouvoir sur des gens. Il n'avait pas prévu un succès pareil. D'une certaine façon, il est dépassé par son succès. Et on va le voir demain, parce qu'il a annoncé qu'il irait avec deux des chefs du groupe parlementaire de Beppe Grillo voir le président de la République, sur lequel il avait dit pique-pente. Comment va-t-il se comporter ? Va-t-il arriver avec une cravate ou pas au Quirinal ? Giorgio Napolitano est très exigeant là-dessus pour le respect du protocole. Donc comment va-t-il arriver ? Comment va-t-il se comporter ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il va lever des tabous ? Est-ce qu'il va insulter le président ? Est-ce qu'il va se faire petit ?
c'est le travail de l'institution parlementaire, hein, qui est un travail qu'on appelle de routinisation, de civilisation, de pacification. C'est le problème d'un mouvement de protestation extraordinairement hétérogène. Excusez-moi d'être long, mais c'est vraiment important pour comprendre la complexité de l'analyse de ce mouvement. Si vous me permettez d'ajouter... Non, vous avez été très bien, très intéressant. Moi, je crois que ce phénomène-là, dont je veux rappeler ou souligner à mon tour que c'est un phénomène qui est à l'œuvre dans tous les pays européens, y compris en Allemagne. Ce matin est sorti un sondage qui dit qu'il y a 25% des Allemands qui envisagent de voter pour un parti anti-euro. En Allemagne, 25%. Et c'est le début. Parce que quand ça va se développer, les arguments contre les éléments contemporains de la crise, on va dire ça comme ça, sont extrêmement puissants et destructeurs. Donc on va voir ça. Ce phénomène, selon moi, a une caractéristique, et comme tout ceci est enregistré, on verra dans le temps, c'est que ça a la même caractéristique que les indignés espagnols et les indignés grecs, c'est que c'est une issue sans issue. Car derrière ça, et c'est important pour, en tout cas pour moi qui viens de consacrer un livre à la vérité en politique, ou de la vérité en politique, parce que, selon moi, il n'existe pas de scénario crédible, ordonné, sur les thèses qui sont là défendues. Pour des raisons très simples, encore plus fortes en France qu'elles ne le sont en Italie. Encore plus fortes. Par exemple, en France, l'idée qu'on pourrait ne pas rembourser la dette, qui est caressée ici ou là par les uns et les autres, et en Italie, qui a été abordée pendant la campagne, et par les indignés espagnols, cette idée-là est purement et simplement du suicide. Parce que en France, c'est pas le cas en Italie, mais en France, nous vivons tous les jours de l'emprunt pour payer mal les fonctionnaires, pour payer les retraites, pour assumer le... Nous empruntons tous les jours. À l'instant même où vous laissez entendre que vous pourriez ne pas rembourser, vous ne trouvez plus à emprunter. Et c'est donc la paralysie instantanée. Et quand bien même peut-être on aura à le vivre, moi j'écarte rien. Si grave me paraît la situation. Si nous avions à vivre la sortie de l'euro et l'entrée dans une monnaie forcément dévaluée par rapport à l'euro, alors on aurait à assumer 2000 milliards de dettes libellées en monnaie forte qu'il faudrait payer en monnaie faible. C'est-à-dire plus X%, 20, 25%. Et des taux qui exploseraient. Et donc, il y a là, c'est là le point, selon moi, focal de cette affaire, le point aveugle, comme on dit ailleurs. Le point aveugle de cette affaire, c'est que c'est une protestation sans issue. La seule question, c'est une question pour nous aussi, hein, comment peut-on être en rupture avec deux systèmes, en effet, à bout de vie, qui sont pour nous la vie politique européenne et la vie politique française, en rupture avec ces deux systèmes, et en même temps offrir une issue constructive. Ceci est une question pour tous les réformistes. Ce n'est pas une question seulement pour nous. Elle l'est pour nous parce qu'on s'est placé un peu avec audace, certains diraient inconscience, dans une situation qui est précisément une situation en décalage avec les partis bourgeois, comme on aurait dit ailleurs, traditionnels. Et c'est ça qui va être la question politique du pays. Moi, je pense que ce qui s'est passé ce soir avec la démission de M. Cahuzac, c'est pas un phénomène isolé. Ça va être interprété par l'opinion dans le sens de tous atteints.
Au moins, on avait voté pour eux en croyant que. Et voilà que. Et donc, tout ça doit nous amener... C'est une question très importante. Comment peut-on trouver une issue alors que, pour l'instant, les issues qui apparaissent sont des issues sans issue, sont des impasses. Et donc, voilà, c'est une grave question. Pour aller dans le sens de ce que Marc Lazare disait, moi, je ne prévois pas de grand avenir, non pas à Grillo, mais au gouvernement, s'il est formé. Et je ne suis pas sûr qu'il le soit. La précarité de la situation est telle qu'on va se trouver devant des thromboses et des accidents très, très rapides. Et si je me trompe... Non, je crois que c'est... Effectivement, alors c'est compliqué parce que là, le président de la République, en quelques mots, le président de la République va faire des consultations, Bersani va essayer de constituer un gouvernement. Là, il y a deux possibilités. Où il arrive à avoir une majorité, à la Chambre il l'a, mais au Sénat, il arrive à avoir une majorité au Sénat, ce qui voudrait dire encore une fois qu'il compose un gouvernement un peu innovant et que les sénateurs grillines votent pour ce gouvernement, lui donnent la confiance. Et dans ce cas-là, effectivement, ils prendront des mesures qui ont déjà été annoncées sur la corruption, sur le coût de la politique, etc., pour essayer de répondre, parce que c'est aussi la grande question, comment répondre à cette protestation, comment les institutions, par institution, j'entends aussi les partis, les responsables politiques, parce qu'une absence de réponse ne fera évidemment qu'aggraver la situation. Alors ils répondront là-dessus, mais je pense qu'effectivement ce gouvernement aura une durée de vie limitée parce que les questions, encore une fois, économiques européennes les rattraperont et là il y aura des choix terribles à faire et le gouvernement tombera. Et ça nous amènera à des élections soit très rapidement avant l'été, au mois de juin, soit à la rentrée au mois de septembre. L'autre problème, c'est que la question se complique du fait que les députés et les sénateurs doivent élire le nouveau président de la République. Ça, c'est les députés et les sénateurs qui élisent ce nouveau président. Le président de la République, Napolitano, le terme de son mandat est le 15 mai. Il va falloir trouver un successeur. Donc tout ça va se compliquer avec l'élection du président de la République. Et une autre possibilité serait dans ce cas-là, si Bersani n'arrive pas à constituer son gouvernement, que Mario Monti aille jusqu'à la fin et qu'ensuite le nouveau président de la République demande à une personnalité qu'on appelle en Italie institutionnelle de prestige qui expédie les affaires courantes pour organiser de nouvelles élections. Donc c'est une situation de grande instabilité et qui aura un impact sur les marchés, un impact économique, donc un impact sur nous. Maintenant, l'européanisation de nos pays est telle que ce n'est pas une affaire qui intéresse le pays qu'on appelle de l'autre côté des Alpes. C'est nous. Nous sommes totalement enchâssés. Et de ce point de vue-là, l'impact sera vrai pour tous les pays européens. Et si vous additionnez Chypre, oui. La Grèce, l'Espagne et le Portugal, à ça, plus l'Espagne et le Portugal éventuellement, nous allons vivre des mois intéressants. Bonsoir. Dans votre mise en perspective, vous avez dit à la fin, vous avez parlé de mutation politique en disant la population a cherché à trouver de nouvelles formes de rapport à la démocratie. C'est un point qui a retenu mon attention et je voulais savoir si vous pouviez développer un peu sur la créativité dont peut faire preuve la société civile et les Italiens face justement à cette crise de la politique. Vous avez esquissé quelques points, mais qu'est-ce que peuvent faire la population et les Italiens, les associations, la société civile pour trouver un nouveau rapport à la démocratie? Oui, pardon, excuse-moi. Tu pourrais ajouter quelque chose sur le rapport à Internet. D'accord. Notamment chez les candidats, puis les élus, de chez Grignon. Alors, oui, moi je vais contre l'idée justement de la crise de la démocratie en Italie, comme d'ailleurs en Europe. C'est-à-dire que la crise, c'est tout de suite tous les facteurs négatifs du fonctionnement de la démocratie libérale et représentative. Et je considère que ce qui se passe depuis les années 90 en Italie, avec une spécificité, bien sûr, il y a des spécificités, l'une d'entre elles, parmi les nombreuses spécificités, c'est d'abord l'écroulement du système des partis traditionnels. Ça, c'est dans les années 90, la démocratie chrétienne, le Parti communiste, le Parti socialiste. Et c'est le fait que Silvio Berlusconi ouvre ce qu'on appelle le conflit d'intérêts, qui est une question absolument fondamentale, puisqu'il est à la fois l'une des principales fortunes italiennes et en même temps magnat de la télévision et des médias, et par ailleurs propriétaire du Milan AC, propriétaire de groupes de journaux, etc., et homme politique.
Non, ce que je crois, c'est qu'il y a... L'Italie est caractérisée, mais je pense que ce raisonnement s'applique à la France aussi, par 4 phénomènes, 4 tendances qui sont contradictoires et antagoniques. La première, c'est celle qu'avec d'autres, j'appelle la démocratie du public, c'est-à-dire la personnalisation, la présidentialisation, même s'il n'y a pas d'institution présidentielle, et le rapport direct qu'essaye de tisser le leader avec une population qui est de plus en plus volatile dans ses orientations politiques. Et ça, c'est un processus qu'on retrouve partout et qui a été évidemment illustré par Silvio Berlusconi de manière flamboyante et parfois dramatique. Eh bien, ça, c'est le premier processus. Certains de mes collègues considèrent que c'est ça la tendance, notamment mes collègues philosophes, disent c'est ça. Ils ont cette fameuse distinction qui nous choque, nous, historiens. Démocratie du 19e siècle, c'est la démocratie parlementaire. Démocratie du 20e siècle, c'est la démocratie des partis. Et nous en serions rentrés au 21e siècle dans la démocratie du public. Je pense que les choses sont plus compliquées. Et il y a, à côté de cette tendance à la démocratie du public, la seconde tendance, c'est ce qu'on appelle l'antipolitique, qui a cette double caractéristique, cette ambivalence. D'un côté, le rejet de toute la politique, la désaffection, l'abstention croissante, et ce sentiment d'hostilité, ça c'est ce qui me frappe le plus. Non seulement d'hostilité, de rejet des élites, mais je pèse mon mot, la haine des élites. La haine des élites, et toutes les élites, élite politique, élite économique, élite financière, élite culturelle, élite médiatique, élite académique, qui se répand en Italie, en plus plus fort qu'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'en Italie, les élites, c'est l'Italie qui invente sa sociologie sur la sociologie des élites. C'est une question qui a obsédé l'Italie, qui est un pays récent. Mosca, Gaetano Mosca, Vilfredo Pareto sont les grands fondateurs de la sociologie des élites. Et c'est un pays où les élites sont particulièrement coupées du reste de la population. Seuls 19% des Italiens ont le niveau de la maîtrise. C'est le plus faible pourcentage. Le niveau master, comme on dit aujourd'hui, c'est le plus faible pourcentage en Europe. Et c'est pour ça qu'on a cette contradiction en Italie, dont on fait tous l'expérience de connaître une élite extraordinairement cultivée, cosmopolite, etc., et qui se lamente en permanence de son peuple. J'ai rarement vu un pays comme cela. Et alors qu'en France, pour différentes raisons, de la tradition républicaine, il y avait en tout cas une circulation un peu plus forte. Mais cette antipolitique, je l'ai dit, c'est aussi, je vais revenir dans un instant, l'aspiration à quelque chose d'autre. Bien. Troisième élément, c'est le fait que justement, et Dieu merci, la démocratie libérale et représentative ne voit pas simplement se développer la démocratie du public et les sentiments politiques, elle essaye de donner des réponses. Et il y en a eu deux. D'une part, le rôle croissant du président de la République, ou de la présidence de la République depuis les années 90, illustré par différents présidents de la République, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi et actuellement Giorgio Napolitano. C'est très intéressant. C'est qu'ils ont essayé de répondre à tout cela par leur personne, par la valorisation de leur rôle institutionnel, en intervenant très fréquemment dans les situations de crise, en rappelant l'importance et le rôle des valeurs de la Constitution et de son fonctionnement, et en montrant l'importance de l'unité italienne dans une Italie que j'appellerais dans une forme de citoyenneté nationale ouverte. Et ce n'est pas par hasard que Giorgio Napolitano, à la fin de son mandat, a voulu lancer le débat sur le droit du sol. Ce n'est pas par hasard qu'il a à chaque fois essayé de rappeler à l'ordre Silvio Berlusconi quand il voulait court-circuiter les processus de décision, en rappelant que justement il y avait une démocratie, il y avait des parlements, il fallait prendre le temps de la délibération, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans toute cette Italie qui rejette la politique, les deux institutions qui sont les plus populaires en Italie sont, c'est normal, les carabiniers, parce que c'est l'ordre, et la présidence de la République. Quel que soit le titulaire. Mais 80%, l'homme le plus populaire en Italie n'est pas Silvio Berlusconi, n'a jamais été Silvio Berlusconi. Ça a été le président de la République, parce qu'il est la figure de l'unité d'Italie. Parce qu'il est la figure du respect de la Constitution, parce qu'il est la figure de celui qui modère les passions et les ardeurs. Et parce qu'il est très bon aussi. Et parce qu'en l'occurrence, avec Napolitano, il était très bon. Très très bon. Il est très bon. Ex-communiste, mais de la tendance miglioriste, comme on disait, c'est réformiste, parlant je ne sais combien de langues, de culture. Bon, un homme absolument remarquable. Aristocrate napolitain, comme une partie... voilà, bon. Mais autre exemple, alors ça je vous le soumets, je ne sais pas si vous serez d'accord, François Bayrou, c'est que les Italiens, le centre-gauche a inventé le système des primaires. Alors je ne sais pas quelle est votre position d'ailleurs là-dessus, mais les primaires ont été pour le Parti démocrate une tentative de rebâtir, de reconstruire des ponts entre le parti
et la société civile. Et comme vous savez, elles ont été extraordinairement populaires. Plus de 3, ça ne vous garantit pas la victoire, manifestement. Mais vous pouvez avoir des primaires avec beaucoup de participation. 4 millions. Exactement. 4 millions pour Prodi, 3,5 millions pour Bersani, là, aux dernières primaires. Et surtout, maintenant, des primaires à tous les niveaux. À tous les niveaux, c'est-à-dire local, régional. Si plus d'un tiers des membres du parti demandent l'organisation des primaires, les primaires se font. C'est des primaires soit de parti, soit de coalition. Et avec parfois des résultats spectaculaires. C'est-à-dire que c'est le candidat outsider qui l'a emporté. Ça a été le cas à Naples, ça a été le cas à Milan, ça a été le cas dans la ville de Forlì, enfin dans plusieurs villes. C'est-à-dire des candidats qui sont partis comme contestant l'état-major du parti et le candidat d'état-major qui l'ont emporté. Et c'est donc une preuve qu'il y a une tentative des partis politiques de répondre à ce climat de démocratie du public et antipolitique. Et enfin, la dernière chose, alors là, c'est le grand débat, c'est le fait que ce pays expérimente des formes de démocratie participative. Alors, attention, ce n'est pas la démocratie directe, c'est-à-dire pas quelque chose qui veut se substituer aux procédures de la démocratie libérale et représentative, mais c'est un complément assumé comme tel de la démocratie libérale et représentative. Et d'où c'est toute l'idée de la transparence, du contrôle, des jurys populaires ou des jurys d'expertise, des assemblées délibératives, de la vie associative. L'Italie est un pays qui a une vie associative extraordinairement développée. Et là, Internet depuis quelques années, alors il y a là aussi il faut toujours en Italie être très prudent. Non seulement il y a des différences d'utilisation d'Internet par catégorie sociale, par génération, mais surtout entre Nord et Sud. Ça, c'est l'Italie, c'est la dimension, voilà, toujours. Et donc, dans l'Italie du Nord et dans l'Italie du Centre, les réseaux sociaux jouent un rôle très important et capables de faire descendre des milliers de gens dans la rue pour des manifestations non organisées par les structures traditionnelles, partisanes et syndicales. Entre parenthèses, les partis continuent de recruter beaucoup. Ils ne sont plus comme auparavant. La démocratie chrétienne et le Parti communiste avaient des millions d'adhérents. Là, on est dans des centaines de milliers d'adhérents quand même. Et c'est cette vie sociale qui existe en Italie, qui a été maintenue, même si elle est en train de se déchirer. Ce tissu urbain, ce fait que nous voyons tous quand nous sommes en Italie, que dans les centres-villes, il y a encore une vie, parce que le petit commerce n'a pas totalement disparu, parce qu'il y a l'artisanat, parce qu'il y a la tradition séculaire de la vie municipale italienne, en tout cas dans le centre et dans le nord. Aujourd'hui, c'est un des terreaux fertiles pour toute cette organisation innovante qui passe par Internet. Permettez une observation puisque vous m'avez interpellé sur les primaires. Il faut avoir l'esprit clair sur ce sujet. Les primaires, qu'est-ce que c'est ? C'est l'outil de la bipolarisation. Vous avez ce qui est une requête en Italie depuis longtemps. C'est pourquoi ils ne disent pas gauche et droite. Ils disent centre-gauche et centre-droit. Et des amis à nous, moi, il se trouve que je connais très bien et de très près la vie politique italienne depuis très longtemps, dans tous ses acteurs. Quand vous disiez que Berlusconi ne vit que de sondages. T'avoues, François, des sondages, il se promenait à l'époque où je le voyais. Après, je me suis un peu fâché, beaucoup. Il se promenait avec des sondages tous les jours. Et qui était, ce qui m'a beaucoup frappé, des sondages avec des décimales. Ce qui n'existe pas en France. Mais il disait, voilà, 37,8. Et les communistes, tu vois, où ils sont les communistes ? Alors les communistes, c'est indifféremment le Parti démocrate et les juges. C'est les... Je ne tranche pas la question s'il avait tort ou raison. Absolument. Sur la première question, sur le Parti démocrate, on peut parler sur les juges. Voilà, c'est... Pas tout à fait tort. Voilà, il y a honnêtement, il y a des gens très bien aujourd'hui qui disent il y a quand même eu une pression, pour pas dire une persécution. Tout à fait. Voilà. Vous voyez que nous avançons ici vers des domaines... Bon. Donc les primaires, c'est ça. Or, la bipolarisation vient d'exploser. Sous nos yeux. Alors, pas de la manière que j'aurais aimé imaginer, mais elle vient d'exploser sous nos yeux parce que l'article premier du credo de Grillo, c'est on ne va pas se laisser enfermer là-dedans. À juste titre, parce que la bipolarisation, vous connaissez ma critique que vous retrouverez encore dans le livre que j'ai sorti cette semaine. La bipolarisation, c'est quoi ? C'est très simple. C'est une roulette à deux
comment on dit, cases, enfin je sais pas comment on dit, au lieu d'avoir tous les cases de la roulette, vous mettez, il y a des gens qui mettent des billes sur les deux. Oh, ça se voit très bien en Italie. Ce qui veut dire que si quelque chose doit apparaître, eh bien c'est tu par les systèmes verrouillés. Je suis très intéressé par les affaires que nous sommes en train de vivre. Si Mediapart n'avait pas existé, on en dit beaucoup de mal, hein, ça ne serait jamais sorti. J'ai eu aujourd'hui des journalistes de très grand niveau qui me disaient c'est dommage cette affaire Cahuzac parce qu'on aurait bien aimé que Plenel se casse la gueule. Je vous jure. Et l'affaire Tapie, etc. Et donc, c'est ça les primaires. En revanche, je suis absolument d'accord avec vous sur le 4e point. Et mon livre en traite un peu longuement. Je suis persuadé qu'il y a, dans la période que nous sommes en train de vivre, et de manière irrépressible, un besoin des gens de s'occuper de leurs affaires. Une démocratie directe. Je dis dans mon livre, un peu au fond comme à l'époque de la Révolution française, ou comme à la fin du XIXe siècle, avec chacun qui lisait son journal, et les clubs républicains et les autres, hein, les cercles, l'éducation populaire, enfin, tout ça. Il y a ça. Et Internet est un instrument extraordinaire parce que il est, je dis dans le livre, à la fois le poison, parce qu'il fait... l'attention est dispersée, un événement chasse l'autre, mais vous revenez 15 ans après et vous avez la déclaration du type qui disait exactement le contraire de ce qu'il dit aujourd'hui. Et donc, cette aspiration... Alors, je suis comme vous. Je ne dis pas démocratie... comment je pourrais dire, direct au sens on va voter directement. Je dis même pas participative. Non, non, pas, non. Franchement, ouais, franchement, non, pas du tout, parce que il y a en même temps une vacuité dans tout ça. Tout à l'heure, quelqu'un, c'était vous, demandiez qu'est-ce que ça va être ? Les tables rondes Selon moi, ça n'a pas la capacité de faire naître un projet original. Ça a la capacité d'exprimer des choses. Pour les projets originaux, il faut des personnes. Il faut des écrivains. On ne peut pas écrire un roman. Je sais qu'il y en a qui essaient. J'entendais l'autre soir... chez Ruquier où j'étais, Michel Larocque qui disait qu'elle était en train de faire un scénario comme ça. Mais ça ne sera pas le caractère dramatique parce que la créativité personnelle, individuelle, de structure, c'est très important. Et cependant, il y a là une revendication qui ne s'effacera pas et qui va marquer les années qui viennent. Et c'est pourquoi c'est un... on est dans le monde des pionniers. Mais ça serait bien le monde des pionniers si on n'avait pas à traverser les crises qui nous attendent. Voilà. Pardon d'avoir été trop long. Allez, dernière question. Masculine. Allez, les deux. On va prendre les deux pour ne pas faire de jalousie. Ah non, mais non, je ne peux pas prendre les deux parce qu'autrement, on va récuser. Oui. J'avais une question. Je reviens sur ce que vous disiez par rapport à l'échec, je mets ça entre guillemets, de Monsieur Monti. Monsieur Monti qui a un positionnement donc très centre par rapport aux autres qui sont plus polarisés. Moi, ça me fait penser donc cette idée de la personnalité politique qui est très populaire et qui a un score qu'on peut considérer comme décevant au regard de sa popularité. Ça me fait penser à quelque chose d'autre qui a eu lieu en France en 2012. Et je voulais savoir justement si ça tenait pas aussi à quelque chose de plus profond, qui est l'incapacité, l'incapacité qu'on a de se positionner pour une personnalité
qui n'est ni de gauche ni de droite, mais vraiment du centre. C'est pour vous. Je peux dire juste un mot avant que vous répondiez. Juste un mot. Une question pour vous, manifestement. Non, mais juste un mot. C'était difficile pour la raison indiquée par François Bayrou, parce qu'on est dans une logique bipolaire en Italie, même si elle est en train de se déstructurer à l'issue de ces élections. Et donc, c'est pour ça que j'ai insisté sur la difficulté de positionnement. Est-ce que Mario Monti a un futur en politique ? C'est une vraie question. Et je pense que oui. Et je pense que oui, mais il va être obligé de faire un choix qui est de parier sur la recomposition du centre droit. Je pense, peut-être qu'on ne sera pas d'accord, mais je pense, sauf s'il y a un changement de la loi électorale. Mais la loi électorale qu'on envisage actuellement en Italie, c'est le système français. C'est les bipolarisants qui s'expriment. Voilà, absolument. Et Grillo ne sera jamais. Sûrement. Et donc voilà. Donc beaucoup de gens pensent que Silvio Berlusconi, comme j'ai dit, est en fin de comète, et par conséquent que Mario Monti pourrait être le représentant d'un centre qui ressemblerait plus quand je dis centre droit, ce serait plutôt Angela Merkel. C'est où c'est bon, alors réponse de ce que je comprends de ce qui se passe. Mais je suis très attentif à l'Italie. Précisément parce que je crois qu'il y a quelque chose, vous avez dit dans le laboratoire, en tout cas d'une expérience qui intéresse, oui, du sismographe. Mais pas seulement, parce que le sismographe, il enregistre seulement. Là, il y a une partie invention. Alors, Monti. Pourquoi Monti a perdu ? Moi, je crois pour 3 raisons. On va aller tout de suite à la plus flagrante. Il n'était pas fait pour faire campagne électorale. J'ai vu les derniers meetings de Monti sur Internet. Ça m'a rappelé les derniers meetings de mon ami Raymond Barre et de Balladur. Le dernier meeting était un cauchemar. C'était une salle de théâtre longue comme ça. Il était avec une tribune ni faite ni à faire, un machin en bois. Il y avait des vides partout dans la salle. J'ai cru revivre des choses de ma jeunesse. Parce que je me suis efforcé, sur quoi je me suis efforcé de tourner la page depuis des années. Ça, c'est la première raison. Mais elle existe, hein ? Oui. Deuxième raison. Monti était considéré comme au-dessus des partis. Et il crée, qu'on le veuille ou pas, un parti. Et, comme Barre aurait adoré le faire, non seulement il crée ça, mais il expulse les rares appareils existants de la coalition. Et il dit « Je n'accepterai aucun élu de l'ancien système, sauf un par parti. » Et encore pas, donc 2 partis. Bon, alors ça, c'est très difficile à faire. Et c'est, pour moi, dangereux. Troisièmement, peut-être encore plus grave, il a rompu le pacte qu'il avait avec le président de la République. Ce que vous avez rappelé. Et alors, déjà, quand on est au-dessus des partis, se plonger dans les partis, mais quand on est l'homme de la promesse, il y a là quelque chose d'un peu dérangeant. Et comme vous, je suis très heureux qu'on soit en accord, je crois cependant que, au terme de la tentative de toutes les issues sans issue qui sont... je pense qu'il y aura quelque chose qui peut lui donner un rôle. Alors, c'est un peu bête parce qu'il aurait été président de la République. C'est ce que vous proposez d'un peu. Oui. Et alors, puis... il a d'autres ambitions, comme vous savez. Oui, on dit ça. Bon, on va voir. Au niveau européen. Oui, mais... Simplement, là, voilà. Alors, question sur la France, pour finir avec ça, puisqu'au fond, c'était le fond de l'histoire. D'abord, comme je l'ai dit, et ce n'était pas une boutade, je considère que 10%, ce n'est pas un score négligeable. Quand les plus grands font 25, ce qui a été le cas en France et en Italie, bon, 10% cette fois-ci, 20% la fois précédente, ce n'est pas des scores négligeables.
Et ensuite, alors je pose cette question dans le livre. Est-ce que les peuples veulent qu'on leur raconte des histoires? Moi, je ne crois pas. Mais, quand tous les majors s'avancent devant eux en les alimentant d'illusions et de mensonges gros comme des maisons, et qu'il n'y a qu'un seul type, Monti en Italie et d'autres en France, qui leur disent « Mes enfants, ça ne va pas être comme ça ». Même si nous sommes très honnêtes comme Mario Monti, très intègres, très compétents, très savants, et un peu charmants par moments, comme si on a le sens du peuple et de l'histoire comme il faut, quand même, les gens, spontanément, ils ne viennent pas vers cette voie-là. Ils ne sont pas allés vers Churchill. Hein. On raconte aujourd'hui que Churchill... Non, ils l'ont chassé après, mais ils l'ont chassé avant. Et au moment où il défendait devant eux des choses essentielles pour la vie, ils ne sont pas allés vers lui. Ils sont allés vers Baldwin, qui leur racontait que c'était pas la peine de s'armer, que ceux qui veulent... Bon, c'est comme ça. Il faut aussi penser que le sens civique demande à être cultivé et informé. Et c'est pourquoi ce genre de rencontre a une part de pertinence. Nous essayons de faire de l'éducation populaire ici et surtout par Internet à notre manière. Alors je voulais remercier beaucoup Marc Lazare pour la profonde qualité de la réflexion, de la connaissance et du charme qu'il a déployé devant vous. Merci beaucoup.